Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Benjamin de Lagvivier nous accompagne également, gérant action chez Amplegest. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Et ravi de retrouver également Florent Martini, gérant action internationale thématique chez USES Gestion. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. On le notait là effectivement dans le petit sommaire et le détail de la séance avec Alexis. Le pétrole continue de monter un peu, mais les taux semblent marquer le pas. On voit des taux longs notamment qui baissent de quelques points de base aux États-Unis, en Europe. Est-ce qu'il y a un changement de corrélation là ? Alors je ne sais pas pourquoi, il faut peut-être l'expliquer, mais c'est vrai que pendant 4 semaines on a vu pétrole et taux monter de concert. Là on a l'impression qu'il y a un petit écart qui se creuse. Est-ce que le marché obligataire, est-ce que les investisseurs obligataires sont en train de regarder de manière un peu différente les conséquences de ce mois de guerre déjà révolu dans le Golfe ? Ouais, je m'inscris totalement dans ce que tu as décrit en introduction, c'est-à-dire que moi ce que je pense c'est qu'en fait il y a eu un biais de récence très fort au départ du conflit. On a fait le comparable avec la situation du conflit russo-ukrainien et donc on s'est dit on va avoir les mêmes conséquences. Sauf que le point de départ était complètement différent. Le niveau d'inflation était beaucoup plus élevé au départ en 2022. Les taux, on partait de zéro. La situation de l'emploi était complètement différente aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, on était en train de créer quand même 700 000 emplois au mois de février, avant le début du conflit. On parlait de pénurie sur le marché du travail. Là, on est en train d'en détruire des emplois à l'entrée du conflit. Et puis, je pense que 2022, c'est le pic de la confiance du salarié pour demander des hausses de salaire, pour changer d'emploi. Aujourd'hui, ça semble beaucoup moins évident. La situation de l'emploi est plus tendue aux États-Unis. Et il y a la disruption de l'IA qui arrive, qui fait, à mon avis, assez peur au col blanc. Et du coup, la volonté de demander des hausses de salaire, elle est beaucoup plus faible. Et donc, il ne faut pas oublier que la première courroie de transmission de l'inflation, c'est quand même cette boucle prix-salaire. On la voit mal démarrer aujourd'hui dans les conditions actuelles. Il y a la situation des ménages américains également qui est assez différente. Alors, le consommateur à revenu élevé, il y a les tax refunds qui vont arriver sur l'OBB. Mais on sait la loi budgétaire. Voilà, la loi budgétaire. Mais on sait qu'ils sont très dépendants des marchés actions. Donc c'est un truc qui est un peu trop entretenu. Plus les marchés baissent, plus la confiance se détériore, plus le choc récessif va être là. Chez les consommateurs à plus bas revenus, la situation était déjà dégradée. C'est des gens qui sont encore plus dépendants de la hausse du prix du baril. Donc voilà, dans tout ce contexte-là, ça me semble assez compliqué pour les entreprises de jouer la même partition qu'en 2022 et de répliquer des hausses de prix. Donc le marché, à mon avis, est allé peut-être un peu trop vite en besogne. Nous, on ne souscrit pas à ce stade, ça peut changer assez vite. Bien sûr. Aux 3 hausses de taux qui étaient pricées par la BCE et à la hausse de taux de la Fed. On pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, le marché va plus se concentrer sur la partie stag du mot stagflation que sur la partie inflation du mot. Voilà. Jérôme Powell d'ailleurs s'exprime là en ce moment même à Harvard, je crois. Il réitère l'idée que le double mandat de la Fed est aujourd'hui challengé des deux côtés, c'est-à-dire le mandat sur l'inflation et le mandat sur l'emploi maximal. Ce qui montre quand même une position assez pragmatique, assez ouverte. Jérôme Powell rappelant là aussi que les taux peuvent très bien ou monter ou baisser dans ce genre de situation en fonction de ce qu'il emporte. Est-ce que c'est l'impact inflationniste ou l'impact récessif ? Encore une fois, en Europe, on a entendu beaucoup moins les banquiers centraux essayer de nuancer le pricing de marché qui montre que la BCE pourrait aller jusqu'à 3, quelque chose hausse de taux cette année. Après, le marché s'est plus concentré sur des Isabelle Schnabel que sur le discours de Villeroy de Galhau, par exemple, qui est beaucoup plus moderne. C'est vrai. Et voilà, encore une fois, le point de départ est très important. Et aujourd'hui, il me semble que les taux qui étaient déjà en territoire neutre, voire restrictif, le prix du baril à 115, c'est encore de la restriction supplémentaire. Mais vous dites que les boîtes ne pourront pas avoir le même comportement que le comportement qu'elles ont eu pendant la période post-Covid, guerre en Ukraine. On ne pourra pas passer des hausses de prix. Le consommateur va moins bien. Et puis le consommateur, c'est la mémoire de ce qui s'est passé. Donc tout ce qui est shrinkflation, greedflation,
ça passera beaucoup plus difficilement. Ouais. Avec des achats haute fréquence qui pourraient être impactés assez vite. On le voit avec les prix à la pompe et les prix dans l'alimentaire également. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on attend du comportement des entreprises? Alors pour l'instant, on est dans une période un peu creuse. On va avoir à nouveau les résultats qui vont revenir, mais quelle va être leur capacité justement à répercuter les hausses de coûts d'entrants qu'elles sont en train de subir? On l'a vu dans les enquêtes PMI, ça va assez vite. Et est-ce qu'il faudra qu'elles prennent un peu sur leur marge cette fois, contrairement à l'épisode de 2022 où certaines d'entre elles avaient pu même augmenter leur marge pendant la période inflationniste? Alors déjà, pour le moment, elles ne sont pas impactées parce qu'elles ont des contrats qui les protègent sur certaines périodes, au moins un mois. Elles sont hedgées contre les prix du pétrole, contre le prix de certaines matières premières. Donc, pour l'instant, l'impact, il n'est pas encore opérationnel, mais si le conflit persiste, ça va se faire ressentir. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Aujourd'hui, je vois assez mal les entreprises passer des hausses de prix comme en 2022. Il y a plein de secteurs qui, avant la guerre en Iran, allaient très mal. Tout ce qui est industriel, automobile, construction, c'est des secteurs qui allaient assez mal. Donc, j'imagine mal des hausses de prix dans ces secteurs-là. Tout ce qui est lié à la consommation, on a effectivement l'économie en cas avec des foyers modestes qui ne pourront pas supporter des hausses de prix. Même dans le luxe, on a vu donc avec des foyers moins modestes, c'était compliqué. En fait, les boîtes sont allées peut-être trop loin aussi depuis 2022 et le consommateur s'en souvient. Exactement. Pareil dans la cosmétique, on a eu un boom post-Covid qui est en train de se normaliser. Donc, ça me semble compliqué pour l'entreprise de réussir à faire passer ces hausses qu'elles sont en train de vivre, enfin qu'elles vont vivre plutôt si ça continue. Bon, et s'il faut qu'elles prennent sur leur marge, le marché action, la bien intégré jusqu'à présent? Non, pas du tout intégré. Déjà, pour l'instant, il n'y a eu quasiment aucune révision depuis le début. Non, les analystes manquent d'infos. Manque d'infos. Les entreprises ne savent même pas elles-mêmes, en fait. Donc, les analystes savent encore moins. Et pourtant, elles vont toutes être impactées. Parce qu'en dehors des prix du pétrole et du gaz, il y a les produits pétrochimiques qui sont en train d'exploser entre plus 35 et plus 100% en fonction des produits. Et c'est utilisé dans 95% des biens manufacturés. Donc, en fait, sur tous les produits qu'on utilise, il y a du pétrochimique dedans. Et ça représente entre 10 et 50% des COGS des entreprises qui font ça. Et c'est entre 5 et 20% de hausse des COGS pour ces entreprises-là. Donc les marges vont forcément pâtir. Bon. Et le marché, vous dites, n'a pas encore mis un prix encore définitif dessus là. Déjà, le marché, depuis le début de la guerre, il a perdu 10-12% à peu près. Et depuis le début de l'année, on est sur des moins 2, moins 7% en fonction des marchés, ce qui n'est pas énorme si ce qu'on pense qui peut arriver va arriver. On n'a pas eu de baisse des attentes. Donc pour l'instant, c'est que du de-rating. Et on verra aux publications du Q1 ce que les entreprises disent, mais si elles commencent à abaisser leur prévision, ça va taper potentiellement. Pour l'instant, c'est pas pressé. Du de-rating jusqu'au moment où on révise les perspectives et où là, le marché se retrouve finalement plus cher que ce qu'on imagine. Exactement, c'est ça. Bon, Alexandre, sur la situation de marché après un mois révolu de guerre dans le Golfe, et effectivement, le marché, voire les taux qui baissent, alors que le pétrole continue de monter, est-ce que c'est peut-être un point d'inflexion et l'idée qu'il y a un double regard aussi sur les conséquences de cette crise? Oui, moi je pense que la grosse probabilité qu'on a au S2, c'est pas des hausses de taux, c'est plutôt des baisses de taux. Et c'est là qu'on est passé d'un narratif qui était fin d'année dernière, début d'année, toujours de baisse de taux, mais à quand? Alors, départ de Powell est peut-être en juin, c'est ce que les grosses banques américaines prévoyaient comme première baisse, puis une autre à la rentrée. Donc, on est passé sur un scénario neutre à peut-être légèrement aussi en termes de hausse de taux pour la Fed, et puis la BCE, effectivement, qui s'est lâchée. Là, vous le disiez, 2 à 3 hausses de taux pricées, mais pour revenir à cette question-là, je pense que c'est ça aussi qui fait que les valeurs industrielles souffrent, c'est que, et le marché souffre plus en Europe, on peut dire, bon, la BCE, tant qu'elle ne touche pas ses taux, il n'y a pas mort d'homme. Mais la question, c'est pourquoi a-t-elle eu besoin même de la rhétorique? C'est-à-dire que la rhétorique, parfois, c'est utile pour orienter le sentiment de marché. En quoi c'est utile aux États, en quoi c'est utile même au marché actuellement, que la BCE laisse les marchés anticiper 2 à 3 hausses de taux, sachant qu'elle-même... Empêcher le désancrage des anticipations d'inflation. Oui, mais sachant qu'elle-même a révisé ses prévisions de croissance. C'est-à-dire qu'elle était de 1,2 dans la prévision, on est passé à 0,9. On avait une Allemagne qui commençait à aller mieux timidement fin d'année dernière et qui avait des forecasts plutôt sympathiques cette année, autour de 1% de croissance, qui du coup divise par 2 sa prévision pour cette année. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi la Fed est finalement la plus équilibrée dans cette question-là, et que c'est la BCE qui joue la partition du bad cop. Donc effectivement, ça, je pense, ça pèse pas mal sur la latence européenne, au-delà des questions de dépendance liées à l'énergie. Après, sur la question de la récession, moi, les valeurs industrielles, j'ai quand même le sentiment que il y avait quand même un peu de mieux aux États-Unis, un peu de mieux dans certains indicateurs, PMI, ISM notamment. Donc peut-être qu'une partie de la politique américaine, celle de Trump, de relocaliser, reshorer ses activités,
pouvait commencer à prendre un petit peu. On voyait aussi même des indices de prix repartir un peu côté. Alors il y avait la partie liée aux taxes douanières, mais il y avait quand même une partie un peu auto-tractée liée au fait que la partie manufacturière allait un tout petit peu mieux aux États-Unis. Donc effectivement, c'est un risque pour l'activité. Et c'est vrai que sur les indicateurs de prix, les indicateurs ISM avant le choc en Iran, quand on regardait les composantes de prix dans la partie ISM, elles étaient plutôt depuis 2-3 mois. C'était toujours assez haut d'un point de vue historique, mais c'était plutôt en train de se tasser un petit peu. Donc la dynamique était quand même à une inflation qui n'allait pas réaccélérer aux États-Unis. Donc si ce choc ne dure que 1 ou 2 mois, effectivement, pas une petite base d'inflation sur un mois ou deux, on risquerait pas grand-chose. Donc moi j'ai l'impression que le narratif peut très vite changer à nouveau et revenir sur les baisses de taux, mais qui dans ce cas-là pourrait être un peu behind the curve, c'est-à-dire on considérerait que oui, ça fera du bien à l'économie, mais peut-être que c'est finalement, on a pris d'abord les hausses, les anticipations de hausse, et ensuite les baisses, et que finalement on va courir un peu après le ralentissement économique, et là la Fed peut-être mettra 2 ou 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et juste pour terminer sur les valorisations, il y a quand même un truc intéressant qui était un de nos arguments il y a déjà 2-3 mois pour dire que nous, on ne voulait pas payer à 23 fois les bénéfices, mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis octobre, 23 fois les bénéfices anticipés sur le SP500, c'était octobre, c'était le sommet grosso modo du Nasdaq, à peu près du SP500, qui après a latéralisé. Il y a eu 2 saisons de résultats depuis. Donc, avant le choc en Iran, donc 2 saisons de résultats de bons résultats, en croissance. Mécaniquement, on a vu que les PE étaient passés de 23 aux alentours de 21. Arrive l'Iran, on arrive à 20, on est même un peu en dessous de 20 fois les bénéfices. Donc, finalement, avec peu de corrections sur le marché, le simple fait qu'il y ait eu 2 saisons de résultats et malheureusement l'Iran derrière, ben on est déjà revenu dans la zone des 20 fois les bénéfices. On rappelle que les moyennes, sur 5 à 10 ans, c'est entre 18 et 19 fois les bénéfices. Donc, on n'est pas très loin. Et la moyenne 30 ans, pardon, c'est 17 fois. Donc, moi, je pense qu'il y a encore de quoi chercher un peu plus bas parce que le pic stress n'est pas encore le vide, il peut très bien aller à 40 sur un truc comme ça. Mais qu'une fois qu'on sera revenu, entre 18 fois les bénéfices, on sera à nouveau dans la médiane, en fait. Donc, je pense pas qu'il faille attendre 15% de baisse supplémentaire, mais je pense par contre que ce qu'on a vu sur le SP500 est encore un peu limite pour que les investisseurs se disent ça y est, c'est le bon timing. Autant en Europe, c'est un peu plus attractif, autant aux États-Unis, je trouve que ça reste encore un peu cher. Comment vous regardez effectivement, là, depuis 4 semaines et plus, le comportement du marché ou des marchés globaux, Florent? On n'est pas dans un moment Liberation Day ou Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de chute brutale suivie d'un rebond en V. Il y a quelque chose de plus ordonné, presque, j'ai envie de dire, avec des réactions assez cohérentes par rapport à la situation géopolitique, le pétrole, les taux, même si les marchés obligataires vont peut-être réviser un peu leur jugement. Et puis, dans les marchés actions, les zones les plus exposées sont celles qui ont été le plus fortement attaquées, l'Asie, puis l'Europe, et enfin les États-Unis. Ça veut dire... il n'y a pas eu de panique jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire pour un investisseur long terme, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà des opportunités à saisir ou que le marché est encore trop symétrique presque? Je suis assez d'accord avec Alexandre. C'est-à-dire que je parle sous son contrôle, parce que je sais qu'il est fort sur les points techniques. Moi, il me semble qu'il manque un petit jet de baisse sur les S&P. Je crois qu'il y a un gros support vers les 6200, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je pense que les objectifs, ils sont encore un peu plus bas. Maintenant, oui, la réaction est ordonnée et je ne serai pas trop gourmand pour me repositionner. Ça a probablement été beaucoup dit, mais on voit très mal Trump et l'administration de Trump continuer à insister alors que la driving season démarre, avec des conséquences qui seraient assez dramatiques pour les midterms. Et si l'histoire est un bon guide, il y a eu une vingtaine de périodes où il y a eu des frappes américaines au Middle East. Dans 95% des cas, 2 mois après, on était plus haut. Voilà, en moyenne, le point bas, il est atteint à peu près 4 semaines après le début du conflit. Donc, on n'est pas très loin. On est encore dans le playbook. Voilà. Donc, et après, en termes de positionnement, alors, je suis pas certain qu'on ait complètement capitulé. Voilà, c'est plutôt ordonné. Maintenant, il y a 2 points qui me semblent intéressants. Le premier, c'est que les mains qui sont assez volatiles sur le marché, donc tout ce qui est CTA, hedge fund, ils ont beaucoup vendu. Je crois sur le mois écoulé, ils ont vendu 200 milliards de dollars d'actions à peu près les CTA, donc ils sont net short aujourd'hui. Donc voilà, c'est des potentiels acheteurs. Et je vois des anciennes stars de la cote qui avaient très très bien marché jusqu'à présent, qui commence un petit peu à craquer. Alors je pense à la mémoire notamment, tout ce qui est optique au sein des data centers, tout ce qui est semi-cap également, qui avait très très bien tenu et qui commence un petit peu à craquer. Donc toutes les poches un peu chaudes de la chaîne de l'IA. Voilà, c'est des exemples. Mais voilà, c'est plutôt pour dire que si vous voulez, quand les gros leaders commencent à marquer des sell-off assez marqués,
En général, c'est qu'on n'est pas très très loin du fond de la piscine, quoi. Donc voilà, je ne serais pas hyper gourmand sur les points bas. Je pense qu'il y a des opportunités qui commencent déjà un petit peu à se créer. Ouais. Bon, sur l'attitude des marchés jusqu'à présent, Benjamin, et puis je veux bien qu'on revienne sur l'histoire européenne. Est-ce qu'effectivement, l'histoire européenne, qui était une histoire de reprise cyclique, soutenue par les dépenses allemandes notamment, qu'est-ce qu'on garde de ce scénario-là et qu'est-ce qu'on retire ? D'abord, par rapport à avant le conflit, ce qui n'a pas bougé, c'est cette recherche de souveraineté européenne. Ouais. Avant, c'était vraiment pour la souveraineté. Là, c'est parce qu'en fait, on veut profiter de la... Enfin, on se dit qu'il va y avoir une déglobalisation, on ne veut pas dépendre de trop de zones géographiques. Ça n'a pas trop bougé. On voit que les secteurs qui fonctionnent bien, c'est l'énergie, c'est l'électrification, pour essayer de se passer un petit peu. Non seulement ça n'a pas bougé, même j'ai l'impression que comment dire, la criticité d'être indépendant énergétique, l'actualité nous rappelle qu'il y a une vraie urgence de ce point de vue-là. Aujourd'hui, c'est surtout joué par rapport à ceux qui vendent de l'énergie, pas un petit peu moins sur tous les composants CADR, ce qui avait déjà très bien marché ces derniers mois. Sur le plan d'infrastructure allemand, les entreprises disent qu'il devrait y avoir un impact dès 2026. Ça a été voté par le gouvernement, mais il n'y a pas qu'en France où on est un petit peu lent pour mettre en place les politiques, et on s'attend à avoir des mises en place dès Q2, Q3, voire Q4 2026, mais à un moment donné, on parlait peut-être de 2027. Donc ça n'a pas bougé, et la reprise cyclique, ça va dépendre de la durée du conflit, sachant que même si le conflit s'arrête demain, ça va mettre du temps, il y aura quand même un impact assez long terme, rien que parce que il y a un nombre de bateaux limité qui peuvent passer par le détroit, donc il n'y aura pas d'effet rattrapage en fait. Le temps de rattraper ce mois perdu, ça va mettre un petit peu de temps, et le premier bateau qui partira si demain on signe la paix, il mettra un mois à arriver en Asie. Donc aujourd'hui on a les derniers bateaux qui arrivent, qui sont partis avant le début de la fermeture d'Ormuz, quoi. Et donc l'histoire européenne, elle est encore là. Elle est encore là. Même si elle est peut-être mise entre parenthèses, reportée, amoindrie, c'est quand même une dynamique qui doit rester un facteur de soutien pour les marchés. Ouais, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment est plutôt favorable au secteur qui fonctionnait bien en Europe, tout ce qui était tout ce qui était lié à l'électrification, hard asset, le côté un peu plus value qu'il y a en Europe, voilà. Ouais. Le côté halo, comme dit Goldman Sachs maintenant, c'est donc les actifs durs et la faible obsolescence. Voilà. Bon, l'histoire européenne, jusqu'où est-ce qu'elle est entachée, abîmée, Alexandre ? Pas tant que ça. C'est vrai qu'on avait quand même des multiples qui commençaient à devenir un peu chaud quand même pour des valeurs européennes dont la croissance des bénéfices était toujours inférieure à la croissance, des bénéfices aux États-Unis. Donc il y avait un peu de coup de chaud, mais c'était pas des niveaux de valorisation qu'on peut juger d'un état de bulle, par exemple. Et la BCE, c'est vrai qu'on tape souvent sur la BCE, mais elle avait quand même réussi à aligner beaucoup plus de baisses de taux que la Fed depuis le pic du cycle. Ça, c'était quand même un soutien plutôt de l'activité en zone euro. Et on avait eu, bien se rappeler aussi, que l'inflation globale en zone euro, ça fait 3 mois consécutifs qu'elle était sous les 2%. Donc, on part quand même de plus bas. Il y a un risque d'avoir une bosse, mais en partant on était en moyenne 1,7, 1,7 et 1,9 ou 1,7, 1,9, 1,9. Donc, on part quand même d'assez bas. Il peut y avoir une bosse, mais de là à ce que ça s'installe ou autre, effectivement, ça va dépendre de la durée du conflit. Et je pense pas, quand on regarde les enjeux aux États-Unis, qu'on puisse dépasser, même ne serait-ce que la fin du deuxième trimestre. Ce serait complètement coup de fou d'en arriver là. Donc, pour moi, oui, elle reste pleine et entière, et surtout que c'est ce qu'on attendait. Alors, c'est pas terrible de dire ça, mais il y a des secteurs qui étaient quand même très très chauds, comme les bancaires. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient des perfs, elles explosaient. Tous les autres secteurs boursiers en Europe, il y avait parfois des x2, x3 sur une valeur. Donc, on disait, il va falloir qu'à un moment donné, il va falloir un argument pour que ça vende un peu, parce qu'on peut pas remonter, en grosso modo, le stock 600 Europe. Ce qu'il disait, c'était le sommet de 2008, avant les subprimes. Donc, on avait déjà fait, c'est pas possible qu'on aille en ligne droite là-dessus. Donc, il va falloir que ça respire. Qu'est-ce qui peut faire respirer? Et on ne peut pas dire que l'Iran c'était prévisible, mais il fallait que quelque chose arrive. Donc une fois que ce truc arrive, on a l'argument, on a le bon alibi pour alléger un peu, et ça offre du coup à ceux qui attendent une respiration de pouvoir acheter des bancaires à 15%. Mais la tendance sur les banques n'est pas cassée. Non, le long terme, ça reste aussi. Les banques sont bien régulées, elles sont multi-activités. Les fondamentaux restent là. C'est un peu moins comme les banques régionales américaines, parfois très thématiques. Là, c'est plurithématique. Les hausses de taux, moi je ne crois pas aux taux de la BCE, ou peut-être une, et encore le risque d'accident, de perception du marché est important. Donc non, je pense que le narratif est toujours là, et la question de la souveraineté, encore une fois, c'est qu'on nous remet la tête dedans en disant, voilà, regardez, on est encore dépendant d'énergie, on était en 2022 post-Ukraine, alors on a un peu baissé cette dépendance, mais on est toujours à 60 et quelques de dépendance d'importation d'énergie, donc l'Europe va devoir avancer sur le thème de souveraineté, et on parlait tout à l'heure entre nous de la défense qui se comporte moyennement bien. Moi je trouve que
ces creux sont plutôt pas mal, ça, parce que les budgets de la défense, comment imaginer qu'après tout ça, on se dise, bon, allez, on en a fait assez, on sait que le plan ReArm, il portait sur une dizaine d'années, donc c'est 2035, probablement. Donc pour moi, c'est une mécanique qui est lancée. On finissait par se demander, Rheinmetall avait été une telle fusée, je prends l'exemple de Rheinmetall, l'emblème européen, c'était allé tellement vite, tellement fort, qu'on se disait, mais est-ce qu'on va les payer pendant 10 ans à ce rythme-là ? Non, le marché avait déjà factorisé beaucoup de choses dans ces valeurs-là, sans doute. Le marché, par exemple, il avait déjà commencé à consolider avant la question de l'Iran. Et c'est vrai que l'Iran, c'est comme sur l'or. Il y a l'or baisse parce que là, on a tellement intégré les choses que le jour où le vrai conflit arrive, on sait the news. Il y a un peu d'aspect dollar, taux, un peu besoin de marge. Mais pour les valeurs défensives, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même un aspect industriel à regarder au-delà de l'aspect pur défensif. C'est-à-dire qu'on voit que les métaux industriels, par exemple, le cuivre, le zinc, etc., partent aussi à la baisse. Donc là, on ne vend pas que de la défense. On vend la partie industrie, crainte sur la croissance. Donc on vend un peu tout, mais ça offre de très belles portes d'entrée sur des commos, du cuivre, par exemple, qu'on peut toucher beaucoup moins cher aujourd'hui. Ces thèmes-là, vous dites, ils sont intacts. Moi, je pense que racheter des matières premières industrielles maintenant qui n'étaient pas excessivement chères avant, il y a des belles portes d'entrée là qui sont en train de s'ouvrir sur les commos industriels. Bon. Sur les taux et la BCE, en 2008, ils en font une. En 2011, ils en font deux. Non, mais pour dire que dans des moments de choc énergétique, ils sont capables. Ils sont capables d'y aller. Oui, sur les thèmes européens, et la défense, oui, effectivement, c'est normal de voir le thème de la défense, enfin les boîtes un peu pure player de la défense, baisser depuis le début du conflit, après les parcours qu'elles ont eus précédemment. Florent, il n'y a pas de contradiction ? Non, l'idée que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des craintes sur les budgets de défense européenne qui ne seraient pas déployés aussi vite qu'on l'attendait. Voilà, donc c'est une des seules raisons pour lesquelles je vois le secteur. Après, effectivement, c'est un secteur qui, finalement, si vous regardez, en Europe, fait pas grand-chose depuis un certain temps. Donc, je pense que le marché attend également... Ça a été première partie de 2025, et après, ça s'est quand même bien calmé. Ça s'est calmé, et je pense que le marché attend aussi l'exécution. Maintenant, le playbook sur la défense, c'est l'exécution. Voilà. C'est ça. Après, sinon, moi, ce qui me pose question, ce qui m'intéresse en ce moment dans le marché au niveau sectoriel, c'est, par exemple, je vois la tech qui se paye moins cher aujourd'hui que les industriels. Donc ça pose quand même question aux États-Unis, j'entends. Ça me pose quand même question. On est souvent sur des cycliques qui se payent plus cher que certaines valeurs de tech. Ça me pose question. Alors que le thème de l'IA est toujours là. Les budgets... Nvidia est revenu au niveau de valo du S&P 500. Oui. Moyen. Oui, et puis si vous regardez en forward, c'est... Alors que ça pèse, 20% des profits du S&P. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment des opportunités. Les Microsoft à moins 30, je sais pas. Attention au software. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur le software. Mais en tout cas, tout ce qui est infrastructure, les budgets sont encore là. Aujourd'hui, il y a l'IA agentique qui arrive, qui a un relais de croissance qui est absolument majeur pour la thématique. Vous entendez aujourd'hui des patrons comme celui de Cisco, donc une vieille boîte des années 2000, qui commence à dire que le trafic Internet généré par un agent IA, c'est 25 fois plus qu'un chatbot classique. Et dans le software, alors le marché a tout jeté. Et je pense qu'il y a des vraies opportunités là-dedans, étant donné qu'il y a des agents dans le software qui vont être absolument indispensables à cette révolution-là de l'IA agentique. Donc ça, c'est une thématique que j'aime bien. Un autre thème que j'aime bien, dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est jouer ces entreprises, vous savez, qui intègrent très vite l'IA de manière très efficiente. Et c'est renforcé aujourd'hui par le contexte actuel, qui vont donc avoir des améliorations opérationnelles très fortes, et donc qui vont changer structurellement le profil de marge. Donc chercher ces boîtes-là en stock picking, c'est un truc... C'est quoi une boîte qui intègre rapidement de l'IA par exemple, dans la logistique, vous avez des super acteurs qui intègrent très vite l'IA, qui arrivent à faire de la prédiction de pricing, de la prédiction météo, qui donc du coup arrivent très vite à monétiser cette IA-là. Et ça, c'est du chiffre d'affaires en plus pour les boîtes qui sont capables de s'en saisir. C'est surtout de la marge opérationnelle en plus. Voilà, on a changé de profil de marge. Et vous avez une productivité qui explose dans certains domaines. Regardez la productivité de Walmart, je vous en parle régulièrement. C'est impressionnant, ça a vraiment explosé. Donc voilà, ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et dans la santé, j'ai vu que là, Lilly a racheté une boîte à Hong Kong, c'est ça, une biotech à Hong Kong. Voilà, donc ça fait dont le patron prédit que les médicaments entièrement faits et pilotés par l'IA arriveront avant la fin de la décennie. Donc la santé, donc en plus de son caractère qui est défensif
sur lequel le marché n'a pas trop pris de pari pour le moment, parce que il a vu d'abord les hausses de taux, donc vu que c'est des proxy bonds, il a plutôt vendu le secteur. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, je pense qu'il va plus se concentrer sur la stagnation. Donc je pense que les secteurs défensifs sont intéressants, et la santé remplit tous ces critères-là. Et l'intégration de l'IA, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Voilà, l'acquisition de Lilly est encore une preuve de plus. Il y a des boîtes comme GSK qui font aujourd'hui 10 milliards de R&D, 30 milliards de chiffre d'affaires, donc un tiers du chiffre d'affaires il part en R&D. On pense que les budgets de R&D ils vont être optimisés avec un output qui va être ISO, voire amélioré. Donc il y a des potentiels de marge plus intéressants dans le futur. Benjamin, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation géopolitique? Est-ce qu'on nettoie un peu les portefeuilles ou les positions les plus fragiles? Est-ce qu'on se reconcentre sur ce qui paraît le plus solide en termes de conviction? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça laisse sur la table en termes de thématiques d'investissement là? Bon, c'est toujours compliqué de bouger quand il y a une guerre qui se passe, parce l'important c'est la durée de la guerre, et malheureusement personne ne le sait. Mais juste pour revenir sur ce qui a été dit sur la défense, donc c'est vrai que ça fait plus rien depuis les premières rumeurs de paix entre Poutine et Trump depuis le S-225. Et en fait en 2025 ça a bien marché, parce que début 25 on était à 2% de PIB alloué dans les pays européens. On pensait à 2,5, on est passé à 3, et finalement c'était 3,5 qui a été validé à l'OTAN. Donc il y avait des perspectives de croissance qui augmenter tout le temps. Là maintenant on sait ça sera 3,5 plus 1,5, donc 5%. Et donc les choses sont stabilisées de ce côté-là. La perspective est stabilisée, quoi. C'est ça. Et en plus ça a eu un re-rating énorme. Et maintenant du coup il faut délivrer. Et pour l'instant elle délivre bien. Mais sans plus. Je voyais Renk la semaine dernière, qui est un équipementier qui des composants qui sont utilisés dans les chars, les transmissions dans les chars, et qui disait qu'ils avaient des problèmes de commande, non pas à cause du gouvernement allemand qui payait, mais à cause des industriels au-dessus d'eux. Donc les Rheinmetall et compagnie qui ont du mal en fait à produire ce qu'ils sont censés produire, puisque c'est énorme ce qui est en train de se passer. Après Donc non, mais c'est important, c'est-à-dire que maintenant que les carnets de commandes dans la défense sont remplis, c'est un vrai stress test pour toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production de cette industrie-là. Oui. Et surtout la plupart des acteurs du secteur de la défense, c'est un secteur qui est assez peu automatisé, qui est encore assez manuel, et donc ils disent tous qu'il n'y a pas beaucoup de capex à faire, parce qu'en fait ce qui passe, c'est qu'ils étaient à un shift et qu'ils passent à 2 shifts, 3 shifts d'employés, et qu'ils essayent d'améliorer les processus qui étaient faits avant, c'était de la haute couture, maintenant c'est d'instruire un peu le truc. On va voir si c'est vrai ou pas. Ils essayent de transformer des usines automobiles ou d'aéronautique civile en défense, mais ça prend du temps et puis c'est pas si simple. Et puis il y a une industrie qui est hyper profonde avec beaucoup de suppliers. Pour faire un Rafale, c'est 500 suppliers en France, donc il faut arriver à ce que tout le monde fonctionne en même temps. Maintenant il faut exécuter. Effectivement, un vrai risque. Effectivement, l'aéronautique est dans ce schéma-là depuis très très longtemps, mais c'est vrai que toutes les activités de défense connaissent ce choc de demande là. Depuis une paire d'années maintenant, quoi. Voilà. Et après sur tout ce qui est software, alors c'est vrai que là on parle plus du tout des losers, enfin un petit peu moins des losers et winners. Les publications, ça dépend lesquelles, mais par exemple, je pense à des acteurs comme Nemetschek qui ont assez bien publié. Je pense que tous les logiciels qu'on appelle logiciels système, j'ai du mal à les voir se faire disrupter par des nouveaux entrants avec de l'IA. On a vu même Anthropic qui a fait une conférence où ils ont présenté un peu leur projet à long terme. Et dans leur slide de présentation, première slide de présentation, c'était les partenariats avec les éditeurs de logiciels et avec les services IT. Des partenaires. Avec les partenariires. Alors peut-être qu'ils ont fait ça parce que leurs partenaires, qui sont aussi leurs clients, leur ont mis la pression parce que leur cours de bourse chutait. Mais les LLM, c'est quelque chose d'assez généraliste. Et après, il faut aller dans chaque industrie pour personnaliser chaque modèle. Est-ce que c'est eux qui vont le faire? Je sais pas. Je pense plus que ça va être comme un peu les hyperscalers aujourd'hui qui vendent de la puissance de calcul et qui laissent les éditeurs faire leur travail. Mais vous dites finalement ce temps géopolitique qui durera ce qui durera permet aussi peut-être au marché de réviser un certain nombre de jugements, typiquement sur le secteur des logiciels, même si c'est compliqué. Il tient plutôt bien depuis le début de la guerre. C'est un de ceux qui tient le mieux, parce que c'est un de ceux qui dépend le moins déjà aussi du pétrole. Je pense qu'hier on est encore bien en dessous, mais il dépend assez peu de tout ce qui se passe en Iran. Et après, sur ce qu'on fait...
on diversifie un petit peu parce que la volatilité elle est extrême quoi. Ouais. Sur une journée, je crois que c'était lundi dernier, Ouais, 5% d'amplitude sur le CAC. c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, voilà. Ouais. Je voyais juste après, j'ai vu Euronext et Flatex de Giro qui ont passé une journée magnifique, enfin, surtout Flatex, donc c'est ça qu'il faut faire. Mais sinon, c'est compliqué de faire quelque chose pour le moment et donc de se positionner et de faire des grands mouvements de portefeuille sur ce qui se passe, quoi. C'est de l'activité pour les brokers, mais cette volatilité, elle empêche beaucoup de gérants, y compris des hedge funds, de prendre des positions importantes. Ouais. Hein. Quand on a des modèles gérés par la volatilité, évidemment, plus l'actif est volatile, moins vous pouvez le détenir. Sur la tech, où effectivement, cette parenthèse géopolitique, si je puis dire, permet de réviser un peu certains jugements, parce que la tech au sens large, ou les Max 7, en tout cas, ça baisse depuis octobre, Alexandre. Oui, effectivement, on est sur le Max 7 Index. On avait déjà même commencé à baisser plus fortement que le Nasdaq, en fait. Les Max 7 étaient déjà plus en baisse que le Nasdaq globalement. Ah ouais. Puis on disait, la tech, tiens, ce qui était vrai, sur les 2 premières semaines, c'était plutôt pas mal par rapport au reste, et puis ça finit par lâcher un petit peu. Le mouvement. Voilà. Après, c'est vrai que d'un point de vue, c'est des thèmes de marché, mais c'est vrai que la forme du sommet est quand même très particulière sur le Nasdaq. C'est ce qu'on appelle des sommets un peu arrondis, rounding top. C'est des choses qui sont très inertes, qui mettent à se former, et on a commencé à accélérer seulement la semaine dernière. Donc, la forme habituellement de ces sommets, c'est que si vous mettez 5-6 mois à former le top, quand ça décélère, effectivement, il manque ce côté un peu capitulant. Accélération, oui. C'est un peu comme accéléré la semaine dernière, mais est-ce qu'on juge que c'est une capitulation? Pour ceux qui veulent voir une vraie capitulation, regardez un graphique l'année dernière, quand Trump a mis en place le droit de douane, il y avait une première jambe de baisse, première vague, ça rebondit, puis la capitulation, c'était 5 jours d'affilée, un bain de sang, avant qu'il change son discours, que Bessin te dise, bon, maintenant, il faut commencer à changer un peu le ton. C'est ça une capitulation. Là, on ne peut pas considérer que, même par rapport à la volatilité, par rapport à l'amplitude des mouvements, même si la baisse est un peu plus costaud ces derniers jours, ça ne ressemble pas encore à une capitulation. Donc voilà, moi je trouve que ça manque un petit peu. Ça manque. Si on attend effectivement des points d'entrée un peu plus généreux, un peu plus bas, ça manque encore un peu de capitulation. Après, je suis d'accord sur la partie logicielle. Alors je reviens un petit peu à la partie. C'est vrai que des Microsoft sur les niveaux actuels, ça fait quand même envie. Et même en Europe, SAP. SAP, c'est quand même assez incroyablement bas pour une entreprise comme ça. Donc je trouve qu'effectivement, il y a peut-être des arbitrages qui peuvent se jouer. Et puis un arbitrage aussi, c'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui, mais il y avait le long gold et short bitcoin, aussi crypto globalement, qui avait pas mal fonctionné. On a l'impression que depuis quelques semaines, ça s'est un petit peu inversé, un peu plus résilient crypto, un peu moins résilient gold. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des thématiques, alors c'est une classe d'actifs si on veut, mais de ce côté-là, regardez un petit peu, 50% de baisse en moyenne. Crypto, bitcoin et crypto qui ont été les premiers à lâcher, c'est ça, en octobre. L'automne dernier, complètement, en octobre. Voilà. Juste après que Trump soit énervé sur la Chine en disant... Les premiers actifs chauds à avoir été punis. Oui, et si on se souvient la chronologie, en 2021-22, c'est la même chronologie, c'est-à-dire que les cryptos avaient lâché quand les banques centrales commençaient à durcir le ton parce que l'inflation galopait, et la baisse avait commencé à se déclencher sur les cryptos près de 3 mois avant le marché action. Là, c'est un peu plus long, les cryptos octobre et le marché action, mais il a quand même stagné côté États-Unis. Donc, on est toujours dans cette thématique, on vend la partie la plus à risque d'abord, et après la partie action seulement. Donc, le playbook, là aussi, est à peu près similaire, c'est pas tout à fait le même rythme, mais la chronologie est la même. Par contre, crypto d'abord, action ensuite, et si on se souvient bien, je m'arrête là-dessus, les actions, les cryptos, avaient commencé à faire un bottom avant la partie action en 2023, si je me souviens bien. Sur l'or, je crois que la dernière fois que vous êtes venu en janvier, Florence, c'était quelques jours avant le crack des précieux, et le message que vous veniez délivrer, c'était de dire... Vu l'envolée spectaculaire de l'or, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais je peux vous dire qu'on rentre dans une phase beaucoup plus volatile. Bon, 3 jours après, il y avait le crack. J'ai eu de la chance. Pas mal vu. Où est-ce qu'on en est alors? Si vous suivez encore le gold. Je regardais rapidement avant de venir. Je me suis dit, il va me poser la question. Non, mais je pense que c'est purgé du coup. Ouais. En fait, donc là, on a purgé pas mal de pans du marché un peu trop chaud. Quoi. Le mouvement hyper volatile qu'on a eu là, ça ressemble à une purge. C'est dead money ou le thème repart? Non, justement, il me semble qu'on a atteint des points intéressants. Voilà, donc, après, moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'or. Hein. Je disais juste en termes de mouvement, voilà, ça me frappait à ce moment-là. L'aspect comportemental. Mais là, pour moi, c'est purgé. Donc, ceux qui veulent se réintéresser à l'or, il est possible que ça soit moins volatile dans les semaines à venir. Voilà. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission, mais comme vous êtes gérant action internationale aussi, Florent, je voulais un mot de l'Asie en général. Alors, il y a de la tech asiatique, et puis il y a un appétit quand même pour l'Asie depuis plusieurs mois maintenant, qui se justifie notamment par l'idée que beaucoup d'investisseurs ont trop d'actifs en dollars et qu'il fallait aller chercher aussi d'autres zones géographiques. L'Asie présentait pas mal d'avantages, de la tech moins chère, etc. Oui. Avec une dépendance très forte. Pour moi, c'était quand même au pétrole et à l'énergie. Oui, voilà. Donc, ça, c'est le vrai problème. Pourquoi ça déraille. Maintenant, oui, il y avait un besoin de diversification.
Il y a aussi de vraies histoires à jouer en Asie, notamment sur toute la chaîne de valeur de l'IA, qui va des data centers jusqu'aux matières premières, en fait, qui sont fournisseurs pour les data centers dans l'IA. Donc, il y avait des vraies histoires à jouer. Maintenant, c'est des marchés souvent très volatiles. La Corée, attention à ce marché-là, parce que ça repose sur deux valeurs, SK hynix et Samsung. Donc, c'est très volatile, surtout en ce moment avec ce qui se passe sur la mémoire. Néanmoins, une fois que tout ça se sera calmé, il y a des portes d'entrée qui sont très intéressantes, notamment au Japon, sur toute la chaîne de valeur de semi-conducteurs. Il y a quand même une nouvelle première ministre au Japon qui est quand même assez pro-marché, donc ça me semble un argument très intéressant à jouer. J'ai l'impression que la devise a plutôt envie de se stabiliser. C'est compliqué, mais ça a plutôt l'air de partir là-dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a des fenêtres qui sont en train de s'ouvrir, notamment le Japon. Moi, j'aime bien le Japon. Bon. Pour revenir à la logique de marché, alors je sais pas, il y a le sujet des small et mid cap aussi. Là aussi, un petit coup d'arrêt, Benjamin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est simplement lié, à la sensibilité de ces valeurs au marché, au risque de marché, ou est-ce que aussi là, il y a un jugement qui est en train d'être peut-être révisé? Il y a plusieurs raisons. Je pense effectivement déjà elles sont considérées comme plus à risque. Dès qu'il y a un risque géopolitique, elles ont tendance à faire moins bien que les large caps. Elles sont plus cycliques aussi, donc forcément elles sympathisent un peu plus. Et alors elles ont des niveaux d'endettement qui sont assez en ligne avec ceux des large caps, contrairement à l'idée reçue. Mais en revanche, elles ont des dettes qui sont qui sont à taux variable en fait. D'accord. On a beaucoup expliqué qu'elles étaient très sensibles aux banques centrales en fait, aux taux directeurs des banques centrales. Ça, parce qu'en fait elles font pas des obligations, elles empruntent auprès de la banque et donc avec des spreads sur les taux et donc c'est à taux variable. Donc elles pâtissent plus de ça. Et puis elles avaient eu une performance correcte l'année dernière, mais pas plus que ça. En fait le gap de valorisation entre les large cap et les small cap a pas baissé parce que les deux ont fait très bien l'année dernière. Donc voilà, il y a une petite accalmie. Après c'est pas par rapport aux large cap, c'est pas non plus dingue depuis le début de l'année. Il y a pas un écart. Écart dingue, parce qu'elle bénéficie, parce qu'on disait tout à l'heure, plus des thématiques de souveraineté européenne. Et d'ailleurs, je pensais tout à l'heure, parce que par rapport à ce truc de souveraineté européenne, chez Flatex de Giro, le top 5 des trades qui sont tradés chez Flatex de Giro, donc, qui est une plateforme européenne, c'était 5 GAFAM il y a 2 ans. Et cette année, le CEO, il disait que c'était ASML, ASMI, Besi, je crois que c'était Schneider et Siemens Energy. D'accord. Donc il y a quand même cet attrait. Ça change. Vous le voyez aussi chez IG, ça, du coup, beaucoup la tech, après le gold, évidemment, gold, silver, quand ça a flambé. C'est moins chez nous, effectivement. Nous, on a quelques grosses valeurs, type parfois des LVMH, Total Energy, mais sinon, le top 10, c'est très souvent gold, pétrole, beaucoup de tech américaines et les grosses indices américains, et le DAX, par contre, qui est beaucoup plus tradé, par exemple, que le CAC 40, même par les clients français. Bon. Pétrole, une Total, ça devient cher, là non, enfin, je sais pas, c'est au plus haut. Moi, j'aurais du mal à y aller. Maintenant, ça veut dire que si on achète... Enfin, j'aurais du mal. Total est quand même très diversifié aussi, attention. Si on regarde... D'ailleurs, c'est un thème que ça, je pense qu'on peut toujours continuer à jouer. Je pense qu'il va prendre de l'ampleur après ce nouveau choc lié à l'énergie. C'est que, par exemple, tout le segment des renouvelables qui s'était fait massacrer post-Covid, il y avait une bulle en 2021. La bulle avait éclaté. Et contrairement à d'autres segments qui étaient repartis, l'énergie renouvelable, ça faisait 6 mois qu'on commence à repartir. Donc, je pense que Total, toujours dans les deux cas, qu'on le met. Donc, je dirais qu'en moyenne, oui, ça reste achetable. La transition repart. La transition énergétique, là, repart full swing. Typiquement, les secteurs abandonnés, celui-ci en faisait partie. Et bien résilient. Voilà. Et si on parle de la résilience, c'est aussi un secteur qui est assez intéressant, plus qu'intéressant. Moi, je le compare un peu aux banques il y a 2-3 ans, on commence à s'y réintéresser un petit peu. C'est la partie de télécom. Pas très cher, bien rentable. Vous regardez dans les secteurs en ce moment, ça a perdu 2% sur un mois, donc c'est très très résilient au stress. Besoin de concentration, besoin de rivaliser aussi avec les géants Asie et États-Unis. Donc je pense que ça coche pas toutes les cases pour être un secteur bien résilient en cas de stress, donc qui repart derrière. Et là, il y a des infrastructures, tous les déploiements 5G sont passés, etc. Les capex sont un peu moins élevés. T'as Nokia et Ericsson en Europe qui sont des gros points, qui sont aujourd'hui fournisseurs des GAFAM. Nokia est dans l'optique notamment. J'avais raté la news, mais Nvidia a pris une petite participation chez Nokia. Oui, bien sûr. Bien sûr. On parle d'Nvidia et de Nokia, c'est quand même deux mondes et deux époques différentes. Mais voilà. C'est pour mettre de l'IA dans les antennes. Donc, Nokia non seulement n'est pas mort, mais est toujours bien là et intéresse y compris l'entreprise la plus importante du monde aujourd'hui, Nvidia. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Martini, Usage Gestion, Benjamin Delacvivier, Amplé Gest et Alexandre Baradez, IG.